Résiste, il est 15h05, on prend à présent, Grégoire, la direction des États-Unis. Effectivement, on attend l'ouverture dans moins d'une demi-heure. Grégory Volokin est en duplex avec nous depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescart Financial Services, semaine qui sera un peu courte pour Wall Street puisque les marchés seront fermés jeudi, c'est Thanksgiving et je crois que ce sera seulement une demi-séance pour vous vendredi à New York. Grégory, évidemment à la une, ce deal Pfizer-Allergan, on a eu la confirmation, l'officialisation de ce méga deal, le plus gros jamais réalisé dans le secteur de la pharma, le plus gros de l'année. Voilà, 160 milliards, bon il y a toute une litanie de chiffres pour nous expliquer que c'est le plus gros deal jamais réalisé. Quel est l'intérêt derrière cette opération, Grégory? Écoutez, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a évidemment un intérêt très important d'abord pour Pfizer. Ça va lui permettre à Pfizer de réduire ses impôts d'une façon très importante, puisqu'actuellement aux États-Unis, ils payent 25% d'impôts sur leurs profits et en acquérant Allergan, ils vont passer à un taux d'imposition à 18%. Ça a l'air de rien, mais c'est une très grosse différence pour une compagnie comme Pfizer avec plus de 30 milliards de dollars de profit. Donc ça va lui faire permettre d'économiser des milliards de dollars annuels. Ça va aussi permettre à Pfizer d'avoir des produits à forte croissance. Il faut savoir que l'ensemble des compagnies pharmaceutiques ont une croissance des profits de 3,7%. Allergan, comparé à l'année dernière, c'était plus de 40%. Donc on peut dire qu'Allergan est encore une compagnie à forte croissance. Évidemment, il va y avoir des synergies, etc. Mais je pense que Pfizer a surtout voulu un peu accélérer les choses. Pour le moment, il n'y a aucune loi qui permettent ou qui interdisent surtout ce genre d'opérations fiscales aux États-Unis. Ça prendra peut-être un certain temps avant qu'il y ait des lois, mais en tout cas, ça va devenir un des chevals de bataille pour les candidats aux élections, puisque c'est quand même pour les Américains des grosses pertes de revenus fiscaux. Merci beaucoup Grégory, on pourra en reparler avec vous, on vous retrouvera après ouverture attendue légèrement négative, il y a pas mal de secousses sur le pétrole et sur l'ensemble du compartiment des matières premières, on pourra en reparler avec une semaine donc qui sera réduite et beaucoup de statistiques qui seront publiées demain, notamment la deuxième estimation du PIB américain. 15h08, Sophie Tussaud, on vous retrouve suite à New York. On reprend la direction des États-Unis. Grégory Volokin, on vous retrouve, le président de Mescart Financial Services. Bon, la tendance est pour l'instant pas très claire. On est légèrement positif sur les indices américains. Un mot encore de cette fusion Pfizer-Allergan. Je l'appelle la reine mère des fusions. C'est la plus grosse fusion de tous les temps dans le secteur de la santé. 160 milliards. À quelques jours peut-être d'une première hausse de taux. D'ailleurs, on parlait avec vous du timing là. Est-ce que la précipitation des grosses opérations là avant une première hausse de taux de la Fed, on imagine que ça ne peut pas être une coïncidence? Dans le cas de Allergan et de Pfizer, puisque les deux compagnies ne vont pas émettre de dette pour financer cette opération, je pense qu'on ne peut pas parler d'influence de la haute école. Ça peut arriver. En général, vous les ratez pas. Non, donc là, il n'y a pas vraiment de rapport. L'autre chose qui est très intéressante à noter dans ce deal entre Allergan et Pfizer, c'est que en fait, c'est Allergan qui rachète Pfizer. Le deal est structuré d'une telle façon que Allergan va échanger les actions de la nouvelle compagnie contre des actions Pfizer, ce qui fait que il n'y a pratiquement aucune chance pour les autorités américaines de bloquer pour ces raisons fiscales ce deal. Et en fait, les deux dirigeants, Pfizer et d'Allergan, ont très bien étudié ce que le département du Trésor avait dit la semaine dernière, et ils ont en gros structuré cette opération qui semble être vraiment appelée à se réaliser. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a un discount sur les deux titres. Ouais. Là c'est beaucoup plus simple en fait, puisque c'est un échange d'actions. Les actionnaires qui essaient de profiter du spread sont en train de vendre les actions Pfizer et acheter les actions Allergan. Et vu le nombre d'actions Pfizer à vendre, et c'est la première chose qu'ils vont faire, d'abord ils vont vendre du Pfizer avant d'acheter de l'Allergan. Mais je pense surtout ce qu'il faut retenir donc, c'est que c'est Allergan qui rachète Pfizer et que cette opération risque de ne pas du tout tomber dans ce qu'on appelle ce schéma des tax inversion que les hommes politiques américains aiment beaucoup critiquer. Sur le plan industriel, l'intérêt du deal est aussi majeur, Grégory, par rapport à l'intérêt fiscal? Oui, il y a vraiment pour Pfizer
plusieurs raisons pour Allergan aussi. Allergan, pour en parler d'abord, ils vont avoir un système de distribution grâce aux vendeurs de Pfizer beaucoup plus important que ce qu'ils ont jusqu'à maintenant. Donc ça va permettre aux médicaments d'Allergan d'être beaucoup plus vendus de par le monde que maintenant. Pour Pfizer, évidemment, ça permet d'acquérir des produits médicaux à forte croissance. Pour les deux compagnies, ça permet de réduire les coûts opérationnels quand vous faites ce genre de fusion. Donc tout le monde est plutôt content pour le moment. Il faut savoir que la dernière très très grosse opération qui avait eu lieu pour Pfizer, c'était Warner Lambert, c'était en l'an 2000, une opération de 116 milliards de dollars. Donc on peut dire que Pfizer est quand même assez habitué à ce genre d'opération. Quant à Allergan, c'est clair que Allergan ne s'appelait même pas Allergan il y a 6 mois puisque c'était Actavis, donc c'est une compagnie qui n'a cru que par ce genre de fusion et d'acquisition. Bon, voilà pour ce dossier, hein. Donc la plus grosse fusion du secteur de l'histoire du secteur de la santé, la plus grosse fusion de l'année, 160 milliards donc pour Pfizer, Allergan. Qu'attendre de cette semaine, Grégory, semaine qui sera un peu particulière, hein, Thanksgiving jeudi, des marchés qui resteront fermés et seulement une demi-séance qui risque d'être très calme vendredi. Autant dire que voilà, il y a 3 vraies séances cette semaine à Wall Street. Qu'est-ce qu'on attend d'ici mercredi? Si la semaine est courte, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, par contre il y a énormément d'événements importants. Si on peut dire que par exemple la révision du PNB du 3e trimestre qu'on attend mercredi, c'est quelque chose qui est quand même vraiment guetté. Pourquoi? C'est que le chiffre avait été relativement décevant avec 1,5% de croissance et cette révision devrait être nettement à la hausse. On devrait atteindre un chiffre entre 2,1 et 2,5% de croissance. Donc évidemment par rapport à une décision de la Fed au mois de décembre, on va vraiment regarder ce chiffre. L'autre chose, c'est les premiers signes qu'on attend de ces ventes de fin d'année, puisque on a 2 événements de guillemets cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Il y a le fameux Black Friday vendredi et le fameux Cyber Monday lundi. Mais comme les Américains ont toujours beaucoup d'imagination, par exemple Walmart ont annoncé que Cyber Monday, donc le lundi des ventes sur Internet, commencera le dimanche. Donc on peut changer comme ça un peu le calendrier. Et le Black Friday, c'est assez difficile de savoir maintenant si ça va montrer vraiment que les gens vont se précipiter dans les magasins, vu que on voit dernièrement que les gens font de plus en plus d'achats depuis chez eux ou sur leur ordinateur ou sur les sites Internet. Il faut savoir que Black Friday, même si c'est quelque chose de très positif pour la consommation, c'est aussi un événement relativement dangereux parce qu'en l'espace de 6 ans, il y a eu 7 morts et 90 blessés lors de bousculades ou de fusillades dans les magasins, des gens qui veulent acheter les produits les moins chers qu'ils peuvent trouver alors que c'est un jour de grand discount. On est plus tranquille pour son Cyber Monday ou son Cyber Sunday, je ne sais pas si ça sera rebaptisé par Walmart, mais en tout cas voilà, on va dire que ce sera le coup d'envoi ces prochains jours de la grande période de consommation aux États-Unis. Ce sera évidemment à surveiller de près. Il y a eu des résultats un peu décevants chez certains retailers traditionnels, les grands department stores, et puis des ventes au détail qui étaient relativement faibles. Mais voilà, il faudra mettre ça évidemment dans le contexte avec la concurrence d'Internet. Autre point, Grégory, là, on voit que Chipotle rencontre encore donc dans le fast-food bien sûr, rencontre encore des problèmes avec la bactérie E. coli. Il y avait eu quelques dizaines de magasins fermés il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est à New York que le problème s'est déplacé. Est-ce que c'est un problème qui est lié, j'allais dire, au modèle de Chipotle là, parce que 2 fois coup sur coup, ça fait beaucoup quand même pour l'image de marque. Il faut savoir que Chipotle, avec raison, ne vend que des aliments frais, jamais congelés, et c'est de là que vient le problème. C'est clair qu'il y a un risque dans les chaînes de distribution quand vous faites venir, je ne sais pas, de la salade, des laitues, des avocats, etc., de beaucoup de pays différents. C'est un système de distribution très très compliqué. Regardez par exemple, on dit toujours le sushi c'est quelque chose d'assez risqué à manger, mais
faut savoir que le sushi est toujours congelé pour des raisons justement de sécurité alimentaire. Donc ça serait quand même un peu triste de dire actuellement que c'est beaucoup plus sûr de manger des aliments congelés que des aliments frais. Donc il faudra vraiment que Chipotle, qui base un peu tout son business sur ces aliments frais, puisse assurer que leurs produits ne présentent aucun risque. C'est certainement une mauvaise nouvelle d'avoir E. coli à New York, comme vous le disiez, et aussi en Californie. Donc maintenant, ça fait quand même beaucoup d'États où il y a eu ces problèmes pour Chipotle. Bon, et puis on va terminer sur une note plus joyeuse. Mark Zuckerberg, on avait parlé là de ces congés paternité. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, bien sûr, qui a donc confirmé, annoncé qu'il allait prendre ces 2 mois de congé paternité pour la naissance de sa fille. Il est très raisonnable parce que chez Facebook, on a 4 mois qui est accordé à la naissance d'un enfant. Il faut savoir qu'il y a quelques compagnies américaines qui sont généreuses. Netflix, par exemple, vous avez 1 année, que vous soyez père ou mère, à la naissance d'un enfant, de congés payés. Mais il faut savoir, et c'est ça le plus important, c'est qu'il y a que 12% des compagnies dans le secteur privé aux États-Unis qui accordent des congés maternité ou paternité payés pour leurs employés. Donc c'est très peu. La plupart des gens perdent en gros leur salaire lors d'une naissance, et j'espère que ça va changer. En tout cas, c'est sûrement pour ça que Zuckerberg rend très public son congé paternité. Bon, et de voir, j'imagine, ces grandes entreprises là américaines de la Silicon Valley, ils ouvrent la voie d'une certaine manière, on peut imaginer, Grégory. Oui, c'est comme je disais, c'est ce qu'il faut souhaiter, puisque vraiment pour le moment, si vous êtes employé d'une compagnie du secteur privé, vous risquez de vous retrouver sans salaire dès que vous avez des enfants, alors que c'est le moment où vous dépensez le plus d'argent en général. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance à vous. Du côté de New York, Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, des marchés américains sans grande tendance pour l'instant.